Bonjour à tous, c'est les Lucasfilles. Moi, c'est Aurélie. Bonjour, moi c'est Claire. Alors, aujourd'hui, nous allons faire l'intervention qui était prévue pour QC. Et donc, on est là dans le cadre de la convention Génération Star Wars et SF 2020. On remercie les organisateurs d'avoir maintenu les exposés. Sauf que là, confinement oblige, on va vous les faire à distance. On a créé notre chaîne en août de l'année dernière, donc août 2019, dans la mesure où on était un peu frustrés de ne pas trouver toujours du contenu qui nous parlait sur les chaînes Star Wars, on va dire, plus traditionnelles. Et on trouvait notamment que le fandom Star Wars francophone manquait de voix féminines, si bien que on a fini par retrousser nos manches et créer notre propre chaîne pour proposer du contenu qui nous parle davantage, qui correspond davantage à notre vision de Star Wars et à la façon dont on approche les récits de cette franchise. Là, on va vous proposer une version condensée d'un triptyque de vidéos qu'on avait fait consacré à comprendre la postologie. Donc, si cette intervention vous a plu, on vous invite à aller voir notre contenu sur la chaîne, où vous aurez plus de détails. On va davantage encore fouiller les sources d'inspiration derrière cette relation entre Rey et Kylo Ren. Et si vous faites partie des gens qui n'ont pas compris d'où venait le baiser dans l'ascension de Skywalker, cette vidéo, elle est faite pour vous et puis vous verrez qu'en fait, on est plusieurs à l'avoir grillé dès le départ et que tous les signes étaient là dans les films précédents. Voilà, tous les signaux étaient au vert pour nos deux tourtereaux. Alors, donc depuis tout à l'heure, on est en train de vous balancer notre Halo dans la figure et vous vous demandez, attends, c'est un modèle de X-Wing que je maîtrise pas. On va vous expliquer tout. Donc, ça vient des ships. Encore une fois, c'est pas des gros destroyers, c'est pas des X-Wing. C'est quand vous combinez une moitié d'un couple avec l'autre moitié. Donc là, on a Rey et Kylo Ren ou Ben Solo. Donc ça marche pour les deux, hein. Donc quelle que soit votre version préférée, que ce soit Ben ou Kylo, ça fonctionne. Et donc c'est un ship qui a tout de suite été repéré par une frange du fandom plutôt féminine dès 2015, dès la sortie du Réveil de la Force, mais qui a tout de suite suscité un bon nombre de controverses parce que plein de personnes ne l'avaient effectivement pas vu venir et ont énormément critiqué l'association des deux en disant que c'était un pur fantasme et que ça n'était pas du tout le sujet du film. Alors que la suite des événements a montré que Reylo, c'était le cœur de la postlogie. Et comme tu l'as dit, certaines personnes, beaucoup de personnes l'avaient vu dès la sortie de l'épisode 7. Alors, on ne sait pas si vous avez l'habitude d'aborder dans Star Wars la question de la romance, mais on vous le dit tout de go, Star Wars, c'est romantique. Il y en a toujours eu. Alors, peut-être que effectivement, c'est pas nécessairement ce que vous préférez dedans, mais il en faut pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. C'est pas un petit carré VIP bac à sable exclusivement réservé aux piou-piou, même si c'est très bien d'aimer les piou-piou. Il y en a qui aiment le côté dynamique, familial et relations entre personnages, et c'est très bien aussi. Et pour rappel, quand George Lucas devait définir sa saga, il expliquait que c'était pas une histoire de vaisseau et de guerre, que il le définissait comme un soap opéra et comme une relation de famille. Et il avait même ajouté que Star Wars, ça consistait essentiellement à aimer les gens. Ça implique, j'imagine, aimer les personnages et que les personnages s'aiment. Et puis, s'aimer entre membres du fandom, j'ai envie de dire. Ça impliquerait aussi plus compliqué. Skywalker. On va pouvoir... Oui. Voilà, on va s'intéresser exclusivement à la romance Skywalker. Il y en a toujours eu. De toute façon, je vous rappelle qu'il n'y aurait pas eu d'aventure de Luke, il n'y aurait pas eu de départ à l'aventure si il n'avait pas flashé sur la jolie petite brune avec des macarons. Ouais. C'est quand même sa motivation principale à la base. Et si vous regardez l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, c'est celui qui, dès le début, vous en met plein la figure, de soit le poster qui est orienté autant en emporte le vent, c'est vraiment du copier-coller. Ouais. Et bien sûr, la romance entre Anne et Leia,
qui va servir d'étalon or pour l'ensemble de notre saga Skywalker, puisque le couple Anne et Leia va vraiment leur donner de base, qu'on va vous détailler après. Et alors là, dans l'Empire contre-attaque, on a sorti les gros guns de la romance, parce qu'on a les déclarations, les baisers volés, les baisers donnés, des bonnes disputes dignes de toutes les meilleures rom-coms possibles et imaginables. Les amants qui sont séparés à la fin pour laisser espérer une réunion heureuse dans le dernier volet de la trilogie. Enfin bon, on est vraiment sur des grosses ficelles de la comédie romantique. Hein. Et c'est une dynamique qui fonctionnait très bien. Et quand George Lucas s'est attelé à sa prélogie, pareil, la romance est devenue un élément central. On le voit sur les posters. Donc là, c'est ce qu'on appellerait le couple Amidala, sur le couple entre Anakin et Padmé Amidala. Et donc, c'était forcément un élément essentiel de la prélogie pour George Lucas, puisqu'il fallait bien justifier l'arrivée de Luke et Leia. Et bah oui, désolé, pour avoir Luke et Leia, il fallait que Vador ait un cœur d'artichaut et tombe amoureux. Voilà, on fait des bébés à l'ancienne dans la galaxie très très lointaine. Hein. Ils n'ont pas trouvé une autre solution. Donc, ça implique forcément de la romance. On ne peut pas faire ça. Alors là, du coup, on a eu la recette qui gagne Skywalker. Hein, c'est toujours la même recette. Ça n'en dévie jamais. Donc, il nous faut toujours un Skywalker, fille ou garçon. Un homme en vêtements sombres et la femme est en vêtements blancs ou beige. Un contraste de classe. Dans la trilogie originelle, c'est la princesse et le vaurien. Dans la prélogie, c'est l'esclave et la reine. Dans la postlogie, vous avez le prince et la pilleuse d'épave. Et puis, on a aussi un petit contraste de taille. C'est toujours d'âge. Et d'âge. Donc, c'est toujours la petite brunette avec une coiffure improbable avec le grand brun viril. Ou ben, Luc, notre blondinet, il avait zéro chance à la base, hein, parce que c'était un blond. Ah voilà, il est blond. C'est un grand brun viril. Et puis, tout ça donne des relations franchement compliquées, parce que sinon, ce serait vraiment pas intéressant. Ce qui est intéressant dans une relation, c'est le conflit, en particulier quand ce sont les héros qui sont concernés. Vous avez un triangle amoureux un petit peu étrange dans la trilogie d'origine, quand Luke s'avère être le frère de Leia. Un amour tabou dans la prélogie du fait que Anakin soit membre d'un ordre religieux. Hein. Et puis des ennemis torturés dans la postlogie, mais qui s'avèrent être des âmes sœurs. Il faut bien imaginer que Rey et Kylo ont été créés dans la continuité des deux couples précédents, c'est-à-dire Anne et Leia et Anakin et Padmé. Et si ce n'était pas suffisamment clair, hein, il faut aussi rajouter les rappels plus ou moins subliminaux que les réalisateurs J.J. Abrams et Rian Johnson ont glissés dans leurs films. On a énormément de choses sur le plan visuel et aussi au niveau des dialogues. Sur le plan visuel, ce qui est peut-être le plus simple, vous avez par exemple dans le dernier Jedi le fait d'avoir mis des rappels avec les séquences entre Anakin et Padmé. Donc Anakin de dos sur la terrasse, Kylo de dos sur le pont pendant le deuxième Force Bond du dernier Jedi, et à chaque fois la fille arrive derrière. Vous avez également le rappel au cercueil de Padmé à la fin de la revanche des Sith, où elle est morte, et vous avez par contre elle bien vivante dans l'espèce de cercueil qui l'amène à Kylo à la fin du dernier Jedi. Donc vous avez des rappels, mais souvent aussi une inversion, puisque les deux couples ont des destinées en parallèle, si vous voulez. Dans les dialogues, vous avez par exemple le dialogue sur la peur qui revient dans les 3 trilogies. La première fois, c'est quand Anne fait ses travaux d'approche auprès de la princesse Leia dans le Faucon Millennium et en lui massant la main, lui demande si elle a peur. De quoi elle a peur? Elle lui dit « mais j'ai pas peur ». La deuxième fois, c'est dans la prélogie, quand Anakin et Padmé sont sur le point d'être amenés dans l'arène de Geonosis et d'être tués dans l'arène, et où Anakin dit à Padmé « n'aie pas peur », et elle lui dit « j'ai pas peur de mourir ». Et là, elle lui fait sa déclaration d'amour et ils s'embrassent pour la deuxième fois. Et la troisième, c'est quand Kylo, dans la scène d'interrogatoire, dit à Rey « n'aie pas peur, je le ressens aussi ».
Donc ça peut pas être un hasard de la part des créateurs des 3 trilogies. Il y a forcément un dialogue qui s'établit entre les couples, entre les trilogies et ces 3 dynamiques très particulières. On peut se demander du coup pourquoi pas mal de gens n'ont rien vu venir, un peu comme Soran dans Barbe Bleue. On pense que c'est parce que les 2 amants commencent comme des ennemis dans des camps opposés. Et c'est une dynamique qu'on n'avait pas encore vue dans la saga Skywalker. Mais par contre, les gros fanas de l'univers étendu et qui est maintenant devenu légende auraient quand même dû tiquer parce que c'est pas une dynamique inhabituelle d'avoir des camps opposés qui se retrouvent romantiquement. Le gros modèle qui normalement aurait dû interpeller tout le monde, c'est justement l'histoire amoureuse de Luke Skywalker qui est complètement passée à l'as dans l'univers maintenant canon, puisque Luke avait une relation avec Mara Jade qui devient sa femme. Ça commence pas dans les mêmes camps, hein. Elle commence quand même en tant qu'assassin de l'empereur. Elle est là pour le tuer, ça les empêche pas de finir par convoler en juste noces et de devenir un couple extrêmement apprécié de l'ancien univers. Et même aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont hyper fans de Mara Jade. Autre exemple pour les amateurs de jeux vidéo, vous avez Revan et Bastila dans les jeux KOTOR, donc chevalier de l'ancienne République, puisque Revan, anciennement Jedi, est ensuite passé du côté obscur. Bastila a essayé de le sauver, de lui effacer la mémoire, et ils ont forgé un Force Bond, donc un lien dans la Force, qui présente de grosses similitudes avec celui qu'ont développé Rey et Kylo dans la postlogie. Même au niveau du design, il y a quand même pas mal de points communs entre le masque, la parure, le costume de chevalier très médiéval, hein, d'inspiration de Revan et celui de Kylo. Et Bastila avait son double sabre laser jaune. Et donc dans l'épisode 9 quand même on a Dark Rey, enfin dans la vision que Rey a d'elle-même si elle bascule, avec un double sabre rouge, et à la fin elle se fabrique un sabre jaune. Donc il y a quand même beaucoup de points communs entre Revan, donc du côté obscur, et Bastila du côté lumineux dans KOTOR, et Reylo dans la postlogie. Mais tu évoquais l'ancien univers étendu qui est devenu légende. Dans le canon actuel, donc depuis le rachat Disney, on a aussi des exemples. Par exemple, Asajj Ventress et Quinlan Vos, et dans Étoile perdue de Claudia Gray, on a le même genre de dynamique. Sienna qui est du côté de l'Empire et Ten qui est du côté de la Résistance. Et donc, ces 2 amants maudits également, enfin en tout cas séparés. Vous avez l'idée des étoiles, alors les étoiles perdues, les étoiles contraires, c'est un thème qui est très exploité depuis Roméo et Juliette, hein. Et on retrouve ça beaucoup donc, dans Star Wars. Donc c'est vrai qu'on l'a pas vu jusqu'à présent dans l'univers des films, mais par contre, dans les romans et dans l'univers étendu, c'est quand même une trame qui est souvent exploitée. On note par contre qu'à l'exception de Revan et Bastila, donc dans le jeu vidéo, la norme a plutôt l'air d'être l'association entre une méchante et un gentil, plutôt que l'inverse. Donc ça pourrait expliquer l'incompréhension d'une partie d'une fandom face à la dynamique Reylo, puisque là on a le méchant, qui est aussi le dernier Skywalker, et l'héroïne, qui est la gentille. Donc c'est peut-être ça qui a un peu peut-être perturbé certains fans, ou les a empêchés de voir qu'il y avait une romance en germe dès l'épisode 7. Et pourtant, il y avait du matos, parce que si on regarde maintenant, si on se concentre plus spécifiquement sur la manière dont on nous présente Rey et Kylo, alors c'est vrai qu'au début, on pourrait partir sur tous les opposés. C'est les grosses ficelles, c'est-à-dire que d'un côté, dès l'introduction, dès le moment où on les voit en présentation au début du Réveil de la Force, lui est présenté sortant d'un vaisseau lumineux, entrant dans la nuit tout en noir, avec son masque. Par opposition, Rey est présenté sortant d'un vaisseau qui est lui sombre pour entrer dans la lumière, habillé de vêtements clairs, blanc sale, on va dire, également masqué. Donc le contraste, il est posé tout de suite. Vous avez d'un côté l'un qui vient détruire un village qui est dans la nuit et l'autre qui vient sauver des choses et qui après sauve un droïde et qui est dans le jour. Donc vous avez tout de suite la notion classique Star Wars qui est obscurité lumineux avec
On peut pas faire de plus grosses ficelles que ça. Donc, c'est facile de penser, ok, la gentille, le méchant, Cosette d'une part, et le grand méchant loup qui va tout casser. Donc, a priori, ils sont ennemis. Mais avant même que l'épisode 9 ne sorte sur les écrans l'année dernière, on avait une belle accumulation de signaux qui auraient quand même dû piquer l'intérêt de la plupart des spectateurs. Puisqu'avant même que Rey et Kylo soient mis en présence, tout semble les attirer. Et c'est montré notamment par le montage de J.J. Abrams. Par exemple, quand Kylo demande à Mitaka « Quelle fille ?» Savoir avec quelle fille Finn et le robot ont réussi à quitter Jakku. Donc il étrangle Mitaka, il tend le bras dans une direction, et le plan suivant, vous avez Rey qui tend le bras dans l'autre sens à sa rencontre pour dire que le motivateur du Faucon Millenium est en panne. La motivation de Kylo, c'est la fille. C'est ce qu'il faut comprendre de ce montage qui n'est pas du tout anodin. Il y a beaucoup de réflexion derrière, donc faut le prendre en compte. Et puis quand Rey touche le sabre d'Anakin, elle a des visions du passé, de l'avenir. Elle a vraiment un bad trip, mais elle voit Kylo à 2 reprises. Et c'est le seul qui interagit avec elle dans ses visions. On peut considérer d'ailleurs que ces 2 moments sont déjà des anticipations de ce que Rian Johnson développera avec les Force Bond ou les sessions Skype, ça dépend comment vous les surnommez, entre Rey et Kylo, qui sont quand même l'essentiel de leurs interactions dans l'épisode 8. Alors le moment de la rencontre, là, c'est vrai qu'on n'y est pas allé dans la subtilité non plus, parce que on a vu jusqu'à présent Kylo extrêmement agressif, là pas vraiment. On voit bien qu'il essaye de pas lui faire du mal. C'est plutôt elle qui est agressive. Et puis surtout, vous avez quelque chose qui est quand même un petit peu étrange, qui est qu'au lieu de récupérer son droïde, il préfère s'embarquer la fille. D'ailleurs, on notera que tout le monde autour de lui a l'air de bien s'en étonner. Et il embarque la fille en la prenant dans ses bras comme une mariée. Ça n'est pas du tout comme ça que Poe Dameron avait été transporté dans le village de Tuanul au début. Ça aurait peut-être dû piquer l'intérêt de tout le monde, avec en plus derrière un joli rappel du thème Roméo et Juliette qui nous a été concocté par John Williams. Ouais, il a fait un emprunt à Tchaïkovski et il l'a collé pile à ce moment-là. Alors c'est du subliminal, mais il y est quand même. D'ailleurs, cette même image aura été bien exploitée sur un Comic-Con ou sur un Star Wars Celebrations, où on a un poster qui a été choisi, qui représente ce moment-là d'une manière extrêmement réminiscente de couverture de roman à l'eau de rose. Après, on a la scène de l'interrogatoire. Donc là, pareil, si on la met en comparaison avec l'interrogatoire de Poe, Rey, elle n'est pas dans l'obscurité, elle n'a pas été tabassée avant que Kylo essaie de lui extraire des informations. Elle se réveille d'elle-même. Kylo n'est pas là en train d'envahir son espace, en tout cas pas dans un premier temps. Il est accroupi à ses pieds. Manifestement, il essaie de ne pas lui faire peur. Il s'est arrangé pour être tout seul avec elle, contrairement au Dameron où il y avait quand même des sous-fifres à côté. Et puis, quand elle l'envoie bouler en lui disant qu'il est une créature avec un masque, il se démasque pour elle. C'est la première fois qu'on voit le visage de Kylo, c'est quand il se démasque pour Rey. Donc ça, c'est pareil, c'est un choix qui n'est pas du tout anodin de la part des créateurs de la postlogie. Également, le moment où il se démasque, on remarquera qu'un gros effort a été fourni pour mettre en avant la chevelure Studio Line d'Adam Driver à ce moment-là. Le port du masque lui va très bien, mais les cheveux en dessous sont impeccables, il n'y a pas de problème. C'est le moment aussi où ils vont forger ou renforcer leur lien dans la Force. La façon dont c'est filmé, on comprend bien qu'il est en train de se passer un truc complètement dingue entre ces 2 personnages au moment de l'interrogatoire. Au-delà du fait que Rey arrive à retourner la situation à son avantage et que lui est complètement déstabilisé parce qu'il ne s'y attendait pas du tout, il y a une forme d'intimité dans la façon dont c'est filmé. Il est dans sa bulle, il est très près d'elle, etc. Et ensuite, ils sont entrés dans l'esprit l'un de l'autre, donc c'est l'intimité ultime. Donc déjà, cette relation doit sembler complètement à part pour le spectateur à ce stade. Il faut bien qu'il ne s'intéresse pas du tout à la carte, il s'intéresse
au fait qu'elle soit toute seule, enfin, ses sentiments, ses émotions. Et à ce moment-là, il reconnaît d'ailleurs chez elle des choses qu'il connaît également, parce que c'est sa solitude également, et son sentiment d'isolement. Ouais. Donc il se reconnaît en elle. Il se rend compte que fondamentalement, ils ont des points communs énormes et qu'ils peuvent connecter. Bah là, en l'occurrence, ils connectent dans la force. Même si c'est un combat dans la force, un combat de l'esprit, il y a une connexion. Il y a des points communs entre les deux personnages. Pour rester encore sur Starkiller, bah, moi je trouve que pour un mec qui s'énerve beaucoup, qui vient tuer son père et tout, il le vit plutôt bien, qu'elle l'insulte, qu'elle le traite de, de monstre, qu'elle lui pique son sabre, le sabre de l'héritage, hein, le sabre d'Anakin. Il fait pas du tout la même tête que quand Finn a dégainé le sabre. Et puis il est évident que dans le duel, qu'il n'essaie pas de la blesser. Je pense qu'il essaie de la fatiguer pour qu'elle se rende. Il ne veut pas lui faire du mal. Et au moment où il aurait pu la pousser dans le vide, bye bye Rey, l'héroïne, c'était fini. Il lui propose de devenir son prof. Et il la laisse méditer tranquille, avec cette lumière rose, pas romantique du tout, hein, avant qu'elle reprenne du poil de la bête et qu'elle lui mette la pâtée. Oui, Ouais. sachant qu'en plus, cette scène-là est probablement inspirée d'une autre scène qu'on a pu voir dans un Blanche-Neige, où vous avez peu ou prou la même scène sur fond de neige dans une forêt. Donc, c'est plutôt une dynamique romantique. En tout cas, ça vient s'inspirer d'une comédie romantique qu'un vrai duel. Manifestement, elle essaie de se défendre, mais lui, il essaie de ne pas la blesser. Donc, la dynamique est très particulière. Eh ben, s'il fallait ajouter également les signaux qui auraient pu indiquer qu'il y avait quelque chose qu'il y avait baleine sous gravier entre ces deux-là, ben, on peut simplement résumer par tout le dernier Jedi. Ou là, comment dire? Vous avez quand même un mec à poil dans Star Wars. Vador n'a pas utilisé cette technique-là pour essayer de ramener Luke du côté obscur. Non, et la seule fois où on voit Anakin torse nu, il est déjà marié avec Padmé depuis 3 ans. Donc bon, c'est un couple qui est bien installé. Voilà, vous en tirerez les conclusions qui s'imposent. On rappelle que Rian Johnson avait utilisé le système du Force Bond parce que l'idée, c'était qu'il voulait que les deux personnes, que Rey et Kylo communiquent, qu'il n'était pas question qu'ils continuent à se taper dessus. Et donc, il fallait qu'ils apprennent à se comprendre, ce qu'ils font d'ailleurs très bien pendant l'ensemble du film. Ce qui apparaît très rapidement justement sur les scènes qu'on a mentionnées du réveil de la Force et dans les scènes du dernier Jedi, c'est que les deux personnages sont moins antagonistes que complémentaires. Ils se ressemblent plus qu'ils s'opposent. Ce qui les oppose, c'est le conflit. Ça va être des éléments extérieurs, la situation dans laquelle ils se trouvent au moment où ils se rencontrent. Mais fondamentalement, au niveau de leurs blessures les plus profondes, de leur trauma d'enfance, la peur de l'abandon, leur solitude, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc, le fait qu'ils soient des âmes sœurs, c'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place dans l'épisode 8. Même si le gros mot a été lâché dans l'épisode 9, en l'occurrence The Dyad in the Force, par J.J. Abrams et Chris Terrio, on l'avait vu venir bien avant, hein, bien sûr. C'est ce que les Rélos en général appelaient. Alors les Rélos, c'est le groupe de fans qui avaient identifié la relation. Hein. C'est comme ça que s'identifient les gens qui l'ont reconnue et qui apprécient cette relation. Donc, dès le début, on l'avait identifié en yin et yang. C'est-à-dire que Rey et Kylo sont en fait l'incarnation de ce qui est également transcrit dans les derniers Jedi par l'incarnation du premier Jedi. C'est-à-dire la complémentarité entre le côté obscur et le côté lumineux, le fait que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, qu'il y a du lumineux dans l'obscurité et de l'obscurité dans la lumière. Ce qu'on voit très bien sur cette mosaïque qui est figurée dans le dernier Jedi à l'arrière-plan, qui est apparu plusieurs fois de manière subliminale dans les autres films, pas trop dans la trilogie originelle, mais en tout cas qui était déjà amorcé dans la prélogie. Il y avait notamment un moment yin-yang qui avait été introduit par George Lucas et qu'on pouvait également voir en germe normalement dans la novélisation du Réveil de la Force, puisqu'il y avait un prologue qui avait été fait dans la novélisation qui annonçait
ce qu'on appelle être le Jedi gris. Donc, quelque chose entre les deux. Donc, normalement, la postlogie devait vraisemblablement partir sur une transcendance de la dichotomie entre l'obscurité et la lumière, réconcilier, on va dire, les deux opposés en y trouvant finalement une complémentarité et une similitude. Et c'est vrai que la mosaïque du Prime Jedi, elle est toujours là au moment où Luke parle de l'équilibre de la force. C'est très net, notamment lors de la première leçon de Rey où elle connecte avec l'île et elle repère cette dualité de la lumière, de l'obscurité, du froid, du chaud, de la paix, de la violence. Et quand il lui demande, et entre tout ça, qu'est-ce que tu vois? Il y a un équilibre, une force. Voilà, il faut trouver un équilibre. Et l'équilibre, c'est le yin-yang. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une connexion qui se fasse entre les deux tenants de la force. Et pour ça, il faut que le côté lumineux puisse connecter avec le côté obscur parce qu'il y a une part d'obscur dans le lumineux, ce que tu as très bien dit. Et même chose pour le côté obscur. Et on l'a très bien avec Rey et Kylo, puisque Rey est du côté lumineux, mais elle a tendance à céder à la colère. Elle est attirée par le côté obscur. Et Kylo a été poussé vers le côté obscur par les manipulations de Snoke, enfin Palpatine comme on l'a appris plus tard, et puis la négligence de sa famille. Mais dès l'épisode 7, il confesse au masque de son grand-père, il entend toujours l'appel de la lumière, il n'arrive pas à l'étouffer. Donc on a d'un côté, sur les 3 épisodes de la postlogie, Rey qui est tentée par l'obscurité, et ça on le voit jusque dans l'épisode 9, et de l'autre côté, Kylo qui est tenté par la lumière. Donc le fait d'avoir toujours un peu de lumineux dans l'obscurité et de l'obscurité dans la lumière. Bon. Après, on peut détailler justement cette incarnation du yin et yang, justement dans les costumes. Vous avez dit, bon bah voilà, noir-blanc. Alors c'est vrai que c'est codé aussi comme le couple de Star Wars, mais c'est vrai qu'on voit au niveau des détails des costumes, par exemple au niveau des bras, très clairement, ils ont des costumes qui sont similaires. C'est-à-dire qu'ils ont le même système de bandelettes. Et effectivement, au niveau des masques, pareil dans les costumes, même si Rey garde pas son masque très longtemps, Kylo, lui, il a un masque noir avec des éléments chromés autour des yeux qui accrochent la lumière. Donc Kylo, c'est notre yin avec la pointe blanche. Et Rey, qui est le yang, elle a un masque blanc ou beige clair avec, tu sais, ces lunettes de Stormtrooper de récup qui lui font des yeux noirs, en fait. Donc ça, c'est notre yang avec sa pointe d'obscurité, son point noir au milieu. Donc déjà, au niveau des costumes, il y a ça qui est mis en place. Ensuite, le fait qu'ils soient complémentaires, ils sont souvent présentés en miroir, en particulier dans les combats, qui ressemblent plus à des danses qu'autre chose, puisqu'il y en a un qui va faire un geste, et quelques secondes après, c'est l'autre qui va le faire, que ce soit en attaque ou en défense. Et Rey, c'est vrai qu'elle apprend tout de Kylo. Maintenant, on sait que c'est parce que ils sont une dyade, donc ils ont une connexion tellement profonde que elle arrive à acquérir les connaissances, les compétences de Kylo sans aucune difficulté. Et ils ont vraiment des techniques de combat similaires, à tel point que quand elle s'entraîne avec le sabre sur Arto, t'as Luke qui reste bouche bée parce qu'il doit être en train de se dire mais elle se bat comme mon neveu, quoi. Oui, puis il l'explique en plus littéralement dans la première leçon, puisque quand il identifie le moment où Rey est tentée par la grotte, par l'appel de l'obscurité, il se rend compte qu'elle a la même force que Kylo, qu'il identifie exactement la même puissance qu'il avait identifiée dans son neveu. Donc Snoke et Luke l'ont bien identifié, qu'ils étaient des égaux dans la force. Et ils ont quand même un Force Bond qui est ultra puissant puisqu'il permet le transfert de matière. Entre l'eau de la mer qui arrive sur le visage de Kylo dans le deuxième Force Bond, ou le fait qu'il puisse se toucher la main alors qu'ils sont à l'autre bout de la galaxie l'un de l'autre, c'est juste inédit. C'est-à-dire que nous, on ne l'avait jamais vu dans les films, un truc aussi puissant. Mais la façon même dont Palpatine peut réagir au fait qu'ils sont une dyade dans la force dans l'épisode 9, ça nous montre bien à quel point c'est exceptionnel. Parce qu'ils n'avaient pas vu ça depuis des générations. C'est-à-dire, pour rester sur la dichotomie entre lumière et ombre, c'est vrai que c'est montré. Alors, déjà, dans ce que tu disais, c'est-à-dire, effectivement, l'ombre, quand quelqu'un du côté obscur arrive, il faut qu'il y ait son équivalent du côté lumineux, hein, donc on a ce système d'égalité. Mais non seulement c'est dit dans les dialogues, mais c'est également
peu subtilement montré dans les scènes où ils sont ensemble, puisque visuellement, on a sans arrêt un contraste entre l'ombre et la lumière. Ils sont toujours présentés dans des moments entre les deux, que ce soit la scène d'interrogatoire ou dans une espèce de pénombre. Après, vous avez la scène où Kylo tue Han, où Rey est dans la lumière et représente la lumière qui brille encore sur Kylo au moment où il hésite. Donc vous avez encore cette réflexion sur lumière-obscurité. Dans le dernier Jedi, premier Force Bond, où il y a un jeu également sur la lumière qui apparaît sur la joue de Rey au moment où Kylo est en train de se faire réparer de leur dernier affrontement sur Starkiller. Donc du coup, ils sont en miroir avec, pareil, lumière-obscurité. Encore plus frappant au moment où ils se touchent la main et où ils sont au-dessus d'un feu. Et là, c'est même une scène en clair-obscur. La façon dont elle est illuminée. Donc, Ah bah pour montrer le clair-obscur, pour montrer justement un moment d'harmonie qui est en plus matérialisé musicalement par l'utilisation du thème de la force, qui est le plus souvent d'ailleurs utilisé comme thème musical entre les deux, lorsqu'il y a harmonie, lorsqu'ils s'entendent et qu'ils arrivent à connecter, comme notamment lors du combat dans la salle du trône à la fin du 8. Mais le jeu sur le lumière et obscurité va se maintenir d'ailleurs jusque dans le 9, puisque dans le premier Force Bond sur Pasaana, Rey à ce moment-là est quand même en pleine lumière du jour, et le moment où il connecte, la nuit se fait, alors que c'est pas le cas, donc il y a une espèce de phénomène d'éclipse. Et on le voit également sur le Force Bond d'après, où ces quartiers dans le vaisseau sont extrêmement lumineux et blancs, blanc de chez blanc. Et elle, à ce moment-là, est dans la nuit de Kijimi, ou d'ailleurs le contraire, quand ça se change, quand lui est dans le... même le contraire d'ailleurs. Lui est dans la nuit de Kijimi, elle est dans la lumière de ses quartiers. C'est vrai qu'ils passent sans arrêt de l'un à l'autre. La façon dont c'est filmé, c'est assez amusant. JJ a pris une approche différente de celle de Ryan, mais ça fonctionne aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est lui. Ses quartiers à lui sont très, très blancs, très, très lumineux. Rien à voir avec ce que c'était du temps où il était la créature de Snoke. C'est assez amusant de voir toujours ce contraste. Et puis lui habillé tout en noir et elle, alors plus blanc que blanc, la tenue qu'elle a dans l'épisode 9. Ah bon, on a sorti le ripo là. Hein. Et puis même au niveau de leur personnalité, parce que finalement, Kylo fait ressortir la colère de Rey, ce qu'il y a de pire en elle, sa propension à aller vers le côté obscur, et se manifeste dans ses interactions avec Kylo. Dans l'épisode 9, ça déborde sur ses interactions avec les autres personnages, parce que c'est le moment où elle est vraiment tentée par le côté obscur, et elle se fait peur d'ailleurs. Elle a peur de basculer. Et à contrario, Rey fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en Kylo, parce qu'il est toujours beaucoup plus doux, beaucoup plus patient avec elle. C'est quand même lui qui l'amène à parler de sa solitude. Elle recherche sa compagnie après l'expérience difficile qu'elle a eue dans la grotte sur Arto. Donc, même au niveau des personnalités, ils se complètent. C'est vraiment le yin et yang. C'est exactement ça. Et on voit qu'au moment où ils acceptent justement de transcender les différences et de fonctionner ensemble en harmonie, c'est le moment où ils sont au top. Et au moment au moment que les spectateurs d'ailleurs préfèrent et plébiscitent. C'est-à-dire que ce soit le combat dans la salle du trône ou le combat final dans l'épisode 9, ou à ce moment-là quand ils sont unis à travers le lien de la force, ça donne leurs meilleures scènes ensemble. On peut se dire que c'était vraiment ce que la force voulait, que l'équilibre entre ces deux personnages. C'est pour ça que la dyade existe, vraisemblablement. Alors c'est vrai que c'était extrêmement séduisant d'arriver, on va dire, à supprimer la dichotomie, le manichéisme de base. Il y avait quelque chose d'extrêmement mature à aller vers ça, hein, de sortir du c'est tout blanc ou c'est tout noir. D'ailleurs, c'était matérialisé dans les costumes de Rian Johnson par le fait que Rey avait des vêtements gris à la fin du dernier Jedi. Bon, alors on les a laissés tomber dans l'ascension de Skywalker. Voilà. Blanc de blanc, nous l'avons dit. Et c'est vrai qu'on a perdu cette notion de transcender la dichotomie. Ce qui est bien dommage. Ce qui est bien dommage, d'autant que ça
ça aurait mieux fonctionné par rapport aux autres sources de Reylo, parce qu'en fait, Reylo, vous connaissez tous, il y a des sources classiques. Je veux dire, au-delà de l'univers étendu Star Wars, les créateurs sont allés piocher chez les classiques. Après tout, on est chez Disney, donc ils sont allés piocher du côté des contes de fées. Alors, il y en a plein, plein, plein. Nous, on n'arrête jamais d'alimenter la chaîne avec toutes les références classiques et mythologiques qu'il peut y avoir derrière le couple Reylo. Mais on va vous sélectionner les 3 qui nous semblent les plus pertinentes, ou en tout cas, qui sont les plus exploitées, on va dire, dans la postlogie. La plus évidente étant celle que mentionnait Aurélie, c'était La Belle et la Bête, qui est un film Disney. Et donc voilà, on est passé dans la phase Disney de Star Wars. Et c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de clins d'œil, soit dans le film, soit dans le discours tenu par le réalisateur, qui a quand même plusieurs fois parlé de contes de fées. Alors, lui parlait de Cendrillon, mais il a quand même parlé de son prince masqué, il a parlé de sa princesse déguisée. Enfin, donc il y avait un certain nombre de points qui tendaient là-dessus. Et donc La Belle et la Bête, on retrouvait dans le thème musical de Rey, puisqu'on retrouve les quelques notes du thème principal de La Belle et la Bête qui se font écho. Vous avez la fleur séchée dans le vaisseau, enfin dans la maison, la TAT de Rey au début. Vous avez une fleur séchée qui évoque quand même très fortement la rose de la Bête dans la version Disney. Ouais. Et des petites clochettes à côté, en sachant que les petites clochettes se disent belle en anglais, donc la belle. Donc La Belle. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut quand même qu'on souligne que on perd de l'information avec la version française du film. Et quand on regarde les dialogues de la version originale, c'est-à-dire ce qui traduit le mieux les intentions des créateurs de l'œuvre, on se rend compte que les clins d'œil à La Belle et la Bête sont vraiment omniprésents. Par exemple, dans le dialogue, vous avez Maskanata qui dit au moment où le Premier Ordre arrive à son château pour tout détruire, ces bêtes, ils sont là. C'est vraiment les termes qu'elle emploie. Et c'est pas la première fois dans le film que le Premier Ordre sert de métaphore pour Kylo Ren. Donc la bête, c'est lui qui arrive. Ensuite, quand Rey se réveille dans la salle d'interrogatoire, elle demande où elle est. Et Kylo élude la question en lui disant « Tu es mon invité ». Et ça, c'est la chanson qui a été traduite en français « C'est la fête », où la Belle descend en catimini à la cuisine du château de la Bête et tous les serviteurs sont là pour lui faire à manger. Be our guest. Et là, c'est You're my guest. Tu es mon invité. Donc, typiquement, voilà une référence qui saute complètement dans la VF. Autre moment où Kylo est présenté comme une bête, c'est quand Rey lui dit qu'il est une créature dans un masque. Et comme pour lui prouver qu'elle a tort, il enlève son masque dans la seconde. Non, regarde, je suis pas un monstre, je suis pas une créature dans un masque, je suis le prince. Je suis le prince noir, le prince envoûté. Et évidemment, dans Starkiller, quand il les rattrape, qu'elle est avec Finn, elle lui dit « Tu es un monstre ». Donc voilà, et on a une piqûre de rappel dans le deuxième Force Bond du dernier Jedi, où elle lui dit tu es un monstre, et il lui répond oui, je suis un monstre. Je t'inviterai à vous tourner vers des vidéos qu'on a vraiment consacrées là-dessus en détail, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de détails. Puis là, il y a beaucoup de choses. Un ersatz de ce qu'on peut dire, mais en tout cas, c'est ce qui nous semble le plus frappant. Donc La Belle et la Bête, le principe évidemment c'est prince envoûté et la jeune femme doit arriver à le sauver et découvre au-delà du monstre un prince charmant. Et ça se fait par le biais de rencontres où ils apprennent à se connaître et où la Belle, son regard change sur la Bête parce qu'elle découvre qui se cache derrière, la souffrance qui se cache derrière, et elle commence à comprendre la créature et à éprouver de l'empathie pour elle. C'est exactement ce qui se passe dans l'épisode 8. La deuxième référence qu'on voudrait apporter aujourd'hui, c'est celle d'Orgueil et Préjugés, donc qui est un roman de Jane Austen du début du 19e siècle. Et qui a été très souvent adapté. Et c'est vrai qu'on retrouve
même dans la façon dont c'est filmé, on retrouve un certain nombre de points communs. Par exemple, la version avec Keira Knightley, qui est l'une des versions les plus récentes qui a pu être faite. Alors la scène en question, c'est la scène de la déclaration. Et donc là, c'est peut-être celle qu'on va mettre en avant le plus, c'est-à-dire le moment où vous avez le personnage masculin qui est Monsieur Darcy, qui fait une demande en mariage à un personnage féminin qui s'appelle Elizabeth Bennet, en lui expliquant que elle a une famille épouvantable, qu'il ne devrait pas être amoureux d'elle, que elle est probablement la pire personne qu'il aurait pu choisir, mais il est tombé amoureux et donc bah tant pis, il prend sur lui, il veut bien d'elle quand même. Alors, je vous résume, hein, évidemment, hein, donc on va pas rentrer dans les détails. Si vous l'avez pas lu, on vous conseille de le lire. Si vous n'avez pas vu le film, on vous conseille de le voir. Mais ça, évidemment, pour tous les fans d'ailleurs de Jane Austen, le moment du dernier Jedi avec tu n'es rien, mais pas pour moi. Ça a tout de suite fait tilt. Hein. Pour le rapport à Orgueil et Préjugés est intéressant aussi parce que vous avez un personnage féminin qui déteste, c'est vraiment la base de toutes les rom-coms, qui déteste le personnage masculin parce qu'elle est persuadée que c'est un goujat orgueilleux et sans intérêt et un gros snob. Et donc, elle doit apprendre pendant l'ensemble de l'histoire à découvrir ses qualités. Et lui doit apprendre également à faire des efforts pour se faire apprécier de la femme dont il est tombé amoureux. Et c'est exactement ce que Kylo fait, c'est-à-dire qu'il se dévoile petit à petit, il tombe le masque pour de vrai et aussi métaphoriquement devant Rey. Il lui montre qui il est vraiment, il cache pas sa douleur, il cache pas son humanité. En sachant également que classiquement, le personnage de Monsieur Darcy a été toujours interprété par des grands bruns ténébreux habillés en noir. Bon, si vous voulez visuellement, bon, pour les nanas, il n'y avait pas photo. Hein, on avait Monsieur Darcy avec Kylo Ren, c'est tout, voilà. Généralement également avec une belle masse de cheveux aussi. Donc là, au niveau du visuel, voilà, on vous le met, ça parle, c'est le poids des mots, le choc des photos. Alors, on enchaîne avec la troisième référence qui visuellement est pertinente pour nous, c'est Le Fantôme de l'Opéra. Alors, à l'origine, c'était effectivement un roman de Gaston Leroux, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la version comédie musicale qui a été faite par Andrew Lloyd Webber vers le milieu des années 80, je crois. Ça doit être fin des années 80, en tout cas au siècle dernier. Et donc, dans cette comédie musicale, vous avez donc le fantôme, donc avec son masque à moitié, qui devient le professeur d'une jeune brunette habillée de blanc. Et donc, qui l'enlève, qui la porte en mariée et qui, lui, est l'incarnation de l'obscurité, puisqu'il vit dans les sous-sols de l'opéra. Il doit se cacher. C'est un monstre avec énormément de talent et qui tombe amoureux donc de cette jeune personne lumineuse. Et là, le chant, on pourrait le rapprocher de la force, puisque Kylo voulait enseigner la force à Rey. Ils sont tous les deux extrêmement doués. Et Christine et le fantôme sont extrêmement doués pour la musique, donc il devient son professeur de chant. Et puis alors on a dans cette on a un phénomène de miroir également dans cette comédie musicale où vous avez un passage par un miroir qui peut évoquer la grotte d'Acto. Alors anecdote, mais Ryan Johnson est fan du Fantôme de l'Opéra. Mais cela étant dit, dans le concept du réveil de la force qu'on peut voir dans le livre L'Art du réveil de la force, mais du coup cette image-là avait été enlevée, mais certains ont eu accès. Il y avait un concept qui avait été fait qui partait d'une photo d'Adam Driver avec un mannequin qui avait été fait pour une série pour un magazine de mode où on le voyait enlacé, donc on vous met le visuel, et dans le fond il y avait un miroir. Et c'est vrai que ce concept-là était à la base du réveil de la force. J'ai d'ailleurs oublié de vous dire que Orgueil et Préjugés était également le roman qui avait été utilisé pour faire répéter les scènes, pour sélectionner les acteurs pour le rôle de Kylo Ren. C'est-à-dire que quand il avait fallu faire passer les auditions, on avait J.J. Abrams avait choisi de faire auditionner ces personnages masculins, enfin ces acteurs, avec une scène d'Orgueil et Préjugés. La demande en mariage, je crois. On n'est pas complètement sûr, mais on pense quand même que c'est probablement celle-là. Donc, c'était déjà utilisé avant même qu'on ait la scène en question dans le 8. Donc, c'était
clairement, ils avaient cherché à caster un personnage qui était grand, brun, ténébreux comme Darcy. Et alors, dans Le Fantôme de l'Opéra, vous avez des très belles chansons qui parlent beaucoup de l'obscurité, du fait de s'ouvrir au côté obscur. Voilà. Du point de non-retour, Point de non-retour, exactement. la musique de la nuit, tout ça. Relation très trouble, voilà. En sachant qu'avec cette scène du porté de mariée qui est indispensable dans Le Fantôme de l'Opéra, ça évoque tous les films qu'on appelle monster movies, hein, donc les films avec les monstres. Vous avez toujours la créature, qu'elle soit vampire, créature du lagon noir, King Kong ou autre chose, qui à un moment transporte la belle endormie en blanc Ouais, ou en couleur claire. en couleur très claire, en robe de mariée, en bikini, enfin, mais blanc. Bon, ça se termine jamais très bien pour les créatures, mais on va y revenir tout de suite. Alors, c'est vrai que faut voir comment Relo a été reçu dans notre monde à nous. Là, on vous a donné un digest, un condensé de sources de Relo, aussi bien issus de l'univers Star Wars que des classiques, de la littérature, du cinéma, etc. Mais malheureusement, ça a quand même provoqué la controverse. Ce ship qui s'est révélé être le couple canon, hein, le couple officiel de la postlogie, a provoqué la controverse dès la sortie de l'épisode 7. Et dans le même temps, ça a permis aussi d'amener à Star Wars une nouvelle base de fans, ou de libérer la parole de fans de longue date qui étaient peu représentés sur les forums, qui étaient qui s'investissaient moins dans le fandom. Typiquement nous, hein, toutes les deux, c'est notre cas. Et plus largement, on veut parler bien sûr des filles et des femmes qui, par le biais de cette postlogie et par le biais de cette relation entre Rey et Kylo, ont vu une porte d'entrée pour s'investir davantage dans le fandom et extraire tout ce qui était possible de cette relation et du storytelling dans la postlogie. Mais ce qu'on a vite constaté, ce que ces Relo, ces fans féminines, mais pas que, ont constaté très rapidement, c'est que vous avez quand même des résistances très fortes qui sont à l'œuvre dès qu'une romance est introduite dans Star Wars. C'est pour ça qu'on a tellement insisté sur le fait que la romance a toujours fait partie de Star Wars. Même d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans d'autres éléments d'univers étendu, par exemple dans la guerre des clones, hein, vous avez quand même Obi-Wan à sa romance, vous avez dans Star Wars Rebels, vous avez également le couple Hera et Kanan, donc il y en a toujours des histoires d'amour, sauf qu'on constatera malheureusement qu'au jour d'aujourd'hui, les histoires d'amour dans Star Wars finissent toujours mal en général et en particulier. C'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver un seul couple qui a une fin heureuse. Alors ça amène ce que disait Aurélie, à des questionnements sur que fait Star Wars avec ses fans féminines ou autres d'ailleurs, mais que font-ils avec les histoires d'amour et pourquoi ils ne peuvent pas nous proposer une histoire réussie. Alors c'est vrai qu'Anne et Leia normalement étaient l'exception, mais avec la postlogie, on peut dire que là aussi on est arrivé à un échec puisqu'on sait maintenant que Anne et Leia n'ont pas fini ensemble heureux, hein. Ils ne se marièrent, mais ils ne vécurent pas heureux avec beaucoup d'enfants. Ils en ont eu qu'un et ils se sont séparés apparemment plus ou moins rapidement. Et c'est pour ça qu'on espérait, vu tout ce qui avait été mis en place, les références utilisées, La Belle et la Bête, etc., on espérait vraiment que Reylo aurait une issue heureuse dans l'ascension Skywalker, ne serait-ce que pour équilibrer la tragédie d'Anakin et Padmé, puisqu'ils sont vraiment présentés en miroir, ces deux couples. Et on pense sincèrement qu'il y a eu une pollution du discours tenu autour de la postlogie sur certains choix narratifs qui ont été faits dans l'ascension de Skywalker, en particulier le fait que nos deux tourtereaux n'ont pas eu une fin heureuse. Et on se retrouve avec une Belle sans sa bête, un Yang sans son yin, c'est complètement aberrant. Une dyade qui a été coupée en deux, alors que normalement, ce sont des âmes sœurs, on ne devrait pas pouvoir les séparer. Oui, je pense qu'il faut déjà qu'on insiste encore une fois lourdement sur le fait que oui, Reylo est bien canon, parce que de 2015 à 2019, les gens qui voyaient, enfin les femmes, les fans qui voyaient Reylo se sont quand même fait
insulté. Je ne peux pas dire autrement. Malheureusement, on est obligé de parler du fait qu'il y a eu beaucoup de violence, sur le fait que c'était une relation toxique qui n'existait pas et qui tenait du pur fantasme. Parce que, alors c'est peut-être là qu'il faut remettre la question de la pollution, parce que pour beaucoup de gens, Ray et Kylo devaient être frères et sœurs ou cousins. Donc, penser qu'ils pouvaient être ensemble, c'était une erreur. Parce que de nombreux fans se sont interférés avec, on va dire, le chip Reylo en disant que puisque ça s'est passé comme ça dans la trilogie originelle, forcément, on allait avoir une répétition. Et là, il y a aussi le problème d'avoir un petit peu, justement, fait du copier-coller avec un certain nombre d'éléments de la trilogie originelle qui fait que les gens s'attendaient au même scénario. Alors qu'il y avait du copier-coller qu'on a mis en avant, qui était le copier-coller des couples. Et il y a eu un moment où on ne sait pas si finalement les critiques extérieures qui ont été formulées sur le couple et également des critiques qui ont été formulées sur la réception du dernier Jedi ont influencé la fin qu'on a pu avoir dans l'ascension de Skywalker. Certes, le couple est canon, mais on a quand même encore des gens qui se demandent d'où ça sort, qui disent que ça n'est pas une relation romantique parce que c'est une relation de gratitude comme on a pu avoir dans la novélisation. Donc, ils sont juste copains. On rappelle qu'il y a eu baiser sur la bouche, qui est même le baiser sur la bouche le plus long qu'on ait jamais eu dans Star Wars. Oui. Et que là, il y a tout le problème de ce qui se greffe autour, c'est-à-dire l'absence de marchandises officielles, l'absence de communication officielle de Star Wars. Le retcon pur et simple des scènes entre Kylo et Rey, on en a vu une passer sur la scène de Starkiller avec Star Wars Galaxy of Adventures, voilà, dans des séries pour enfants, dans l'écriture des novélisations également. Et donc là, il y a un vide intersidéral qui est fait autour du couple canon de la postlogie. Et on se dit qu'il y a eu un énorme rendez-vous manqué avec des fans, également avec l'équilibre de la force et également avec la fin heureuse et pleine d'espoir qu'on pouvait attendre avec la saga Skywalker. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ben Solo, c'était le dernier Skywalker et que tous les Skywalker de la trilogie d'origine se sont sacrifiés par amour pour lui, pour le ramener du côté lumineux ou pour présenter leurs excuses à Kylo, pour le mal qu'ils lui ont fait, etc. Ils se sont tous sacrifiés pour lui. Ils ne se sont pas sacrifiés pour qu'il meure à la fin de l'épisode 9. Ils se sont sacrifiés dans l'espoir qu'il revienne du côté lumineux et qu'il ait une vie heureuse et épanouie avec son âme sœur. Clairement, pendant 2 films, c'était amené comme ça et ça aurait dû être la conclusion logique de l'épisode 9. Qui du coup nous laisse sur une note douce amère, enfin plus amère que douce d'ailleurs, puisque Rey, elle est toute seule sans son âme sœur. L'équilibre de la force n'est pas réalisé. La galaxie, au niveau politique, on ne sait pas où elle en est. Enfin, il n'y a rien qui est résolu à la fin de l'épisode 9. Et en termes de storytelling, surtout quand on prend pour référence des contes de fées, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et beaucoup de gens l'ont senti. Qu'ils aient cru en Reylo ou pas d'ailleurs. Pour le coup, le fandom est quasi unanime sur la fin de l'épisode 9. Et donc, nous, on croit vraiment que cette histoire d'amour qui a été si soigneusement mise en place depuis le rachat par Disney, par les scénaristes, par les réalisateurs, etc., a été finalement sacrifiée sur l'autel des attaques, des réseaux sociaux, des attaques sur les réseaux sociaux qui sont parfois très très virulentes. Il faut dire les choses clairement, il y a quand même eu des menaces de mort et des menaces de viol. Ça plombe un petit peu notre propos, mais c'est une réalité. Alors, et puis, tu as quand même l'influence des réseaux sociaux, mais il faut savoir que si on regarde, il y a une incompréhension, on va dire, des réseaux sociaux, parce que si on regarde les chiffres, Reylo, c'est quand même la relation qui est la plus représentée et la plus populaire sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au niveau créatif, Aurélie a très bien parlé de la réappropriation des fans, c'est-à-dire que Reylo c'est devenu vraiment un badge qui est porté haut et fort par de nombreux fans qui sont devenus des créateurs, des créatrices extrêmement présentes sur les réseaux sociaux. Alors que ce soit dans des conceptions de fan art, dont vous mettez des exemples là, de fanfiction, c'est-à-dire le fait de décrire des suites ou des versions alternatives à l'histoire. Et donc là, Reylo c'est pareil, c'est
la fanfiction la plus consommée. Vous avez également des parodies, des vidéos. Alors là, on reste dans le fan art. Mais même si on parle simplement de la réception au niveau des médias, Relo est beaucoup plus représenté. Enfin, c'est ce qui est le plus représenté dans la postlogie. C'est Relo. Parce que vous voyez dans Saturday Night Live, une émission satirique aux États-Unis, ou au MTV Movie Awards, il y avait la comédienne Tiffany Haddish qui avait fait une blague là-dessus. Aux Oscars, voilà, aux Oscars récemment, c'est le baiser entre Kylo et Rey qui a été choisi au moment du final de la chanson avec feu d'artifice. On a vu passer des parodies sur Nerdist. Enfin, c'est la relation qui a le plus piqué l'intérêt des médias et qui a intéressé le plus de gens. Vous avez des gens qui sont extrêmement fans de ça. On peut parler d'Instagram, on peut parler de TikTok, on peut parler de Twitter, ou que ce soit Relo ou maintenant Ben Solo, c'est ce qui est le plus trendy. Les Ben Solo Challenge, ou que ce soit le pantalon ou que ce soit le passage de sabre, ça parle à plus de gens que n'importe quel autre personnage de la postlogie ou n'importe quelle autre scène de la postlogie. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est la relation Relo qui est indissociable du mouvement Save Ben Solo. C'est-à-dire que Ben Solo, il était engagé sur un arc de rédemption, c'était vraiment un cas d'école depuis l'épisode 7. Et le fait qu'il meure à la fin de l'épisode 9 n'a aucun sens. Parce qu'il est jeune, parce qu'il a une dyade, parce qu'il était un des éléments essentiels pour garantir l'équilibre de la force. Et donc, vous avez ce mouvement hashtag Save Ben Solo qui est devenu viral. On a réussi à lever 90 000 $ de bénéfices, de dons pour l'association d'Adam Driver qui a donné vie à ce personnage, etc. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les fans de Relo du couple sont aussi des fans du personnage de Ben Solo, en grande partie aussi parce que, bon, il est bien écrit et en plus, l'interprétation d'Adam Driver est exceptionnelle. Et toi comme moi et plusieurs Relo à qui on a parlé, nous étions prêtes à faire une croix sur la reconnaissance sans ambiguïté de cette relation amoureuse, genre qu'il n'y ait pas eu de bisous entre eux, si Ben Solo avait pu survivre et ainsi incarner l'espoir de ses parents, de son oncle, lorsqu'ils se sont sacrifiés pour lui. Et laisser donc les Skywalker, cette famille qui en a tellement bavé, sur une note joyeuse, sur une note positive. Bon, on va conclure rapidement cette intervention, simplement pour vous dire que, encore une fois, on a fait un condensé du contenu qu'on propose sur notre chaîne. Cette intervention est tout public, c'est pas toujours le cas sur notre chaîne. Il a fallu qu'on se retienne beaucoup. On a eu un gros devoir de réserve. On a appris sur nous, notamment au niveau des blagues, etc. Donc, c'est un contenu qui est peut-être un peu plus sérieux que d'habitude. Mais ce qu'on relève quand même de ce qu'on vous a dit, ce qu'il faudra retenir, c'est que Relo et Canon, ce couple, cette dynamique de couple entre Rey et Ben Solo est canon. Relo et Canon. Quoi qu'on en dise, quel que soit le rétropédalage assez ahurissant auquel on assiste dans le contenu de Disney et Lucasfilm depuis la sortie de l'épisode 9, voilà, Relo et Canon, c'est une dynamique ennemie qui deviennent amants, qui n'a rien d'exotique, encore une fois. Et on pense que la controverse qui a duré pendant 4 ans, pendant toute la postlogie, sur la réception de ce couple est liée soit à une méconnaissance de la littérature dite féminine entre guillemets et de ses codes, soit peut-être à un puritanisme mal placé ou débordant, soit au fait qu'il y a quand même encore pas mal de gens qui ne veulent pas voir de romance dans leur Star Wars, auquel cas, écoutez, on n'a pas dû voir le même Star Wars puisque, comme Claire l'avait dit dès le début de ce communiqué, la romance, les relations romantiques ont toujours fait partie de l'ADN de Star Wars et il n'y a pas de raison que ça change. Non. D'autant que la postlogie avait quand même attiré beaucoup de femmes ou fait sortir de l'ombre beaucoup de femmes fans de la première heure, ce qui est notre cas toutes les deux, parce que le premier Star Wars, c'est notre génération, l'épisode 4.
Et donc, du coup, Du coup, tu sais, on peut conclure en citant Georges Lucas. Oui. Quand tu mets l'homme et la femme à la fin de ton film qui s'en vont dans le soleil couchant, tu rajoutes 10 millions au box-office. On va juste rappeler que l'ascension de Skywalker s'est quand même plantée au box-office. Peut-être que un soleil couchant avec deux personnages qui s'en vont et non pas une femme et un droïde leur aurait peut-être permis de vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et d'avoir plus de monde au cinéma. Je voudrais que vous réfléchissiez avec nous sur quelle est aujourd'hui la place des femmes dans l'univers de Star Wars, donc des héroïnes, et aussi la place des femmes dans le fandom Star Wars. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on y réfléchisse tous, garçons, filles, jeunes, vieux, anciens fans, nouveaux fans. C'est très très important pour la santé du fandom et la qualité des histoires qu'on va nous proposer dans les années qui viennent. Voilà, on vous invite à réagir à cette vidéo, quelle que soit la plateforme où vous y avez accès. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on adore ça. Soyez bienveillants, s'il vous plaît. Et puis, on vous invite aussi à aller découvrir notre chaîne si vous voulez un contenu plus creusé et plus diversifié et plus croustillant aussi parfois. Plus croustillant, mais avec des sujets divers et variés. Hein. Et on vous dit, on espère à bientôt dans les commentaires ou même sur notre chaîne. À très bientôt et on espère peut-être l'année prochaine dans une vraie convention sans coronavirus. À bientôt.